Alors bienvenue dans ce nouvel exercice où je vous propose de réorganiser le code que l'on avait écrit pour la partie tableau. L'idée c'est de vous montrer comment l'intégration de certains objets peuvent simplifier certaines problématiques et notamment le query builder que l'on avait créé. Donc le problème de ce système de tableau, c'est que si jamais le client vous dit j'aimerais bien avoir la même chose mais pour lister les utilisateurs, vous allez vous retrouver à devoir écrire pas mal de code, ce qui est un petit peu dommage. Donc ça peut être intéressant de se créer une classe pour représenter des tableaux qui sont réorganisables, classe que l'on pourra réutiliser à plein d'endroits. L'avantage, c'est que avant c'était un petit peu difficile à construire, mais maintenant avec notre Query Builder, c'est plus simple d'imaginer ce genre de séparation. Donc c'est plutôt une vidéo pour découvrir d'autres manières d'organiser les choses. Vous pouvez essayer de faire les choses vous-même, mais c'est pas forcément évident parce que c'est quelque chose qui vient un petit peu plus avec de l'expérience. L'idée c'est plus de vous montrer comment une approche différente peut être intéressante. Du coup, la première chose que l'on va faire, c'est injecter notre Query Builder et remplacer un petit peu tout ce que l'on faisait à ce niveau-là. Donc je vais reprendre le code que l'on avait écrit pour le tutoriel sur le Query Builder. Donc je vais simplement prendre le fichier src, voilà, et je vais aussi prendre dans le dossier test, donc là je n'avais pas de dossier test, je vais en créer un, test. On va mettre le test du Query Builder, parce qu'on va peut-être rajouter des méthodes ou changer de la logique, et c'est important de pouvoir tester que ça fonctionne convenablement. Je vais aussi en profiter pour rajouter au niveau de mon composer la dépendance phpunit, parce qu'on ne l'avait pas pour ce projet-là. Donc je fais phpunit/phpunit, et je vais lui demander spécifiquement la version supérieure à 8. Pendant qu'il est en train de s'installer, j'ai réfléchi sur le Query Builder, et je me dis que de passer manuellement PDO au niveau de count et de fetch, c'est un petit peu embêtant. Finalement, ce qui serait peut-être plus logique, c'est de lui passer PDO dès la construction. Donc pour faire ça, je vais modifier mes tests unitaires. Donc je vais revenir tout en haut. Je vais prendre cette partie où j'initialise PDO et je m'imagine plutôt l'envoyer dès le constructeur, comme ceci. Ensuite, je retire cette fonction-là parce qu'elle n'est plus utile et je vais modifier les tests qui interagissaient avec la base de données. Donc c'était tous les tests qui concernaient fetch. Donc là, en fetch, je lui enverrai seulement le nom du champ que je souhaite récupérer. Il n'y a plus besoin de PDO. Là, pour fetch, c'est la même chose. Et la même chose aussi pour count. Je n'ai plus besoin de lui envoyer l'instance de PDO parce qu'elle sera directement dans le Query Builder. Évidemment, si je fais ça, tous les tests vont passer au rouge. Enfin, tous les tests qui ont interagissent avec la base de données vont passer au rouge parce que mon Query Builder a changé. Ce n'est pas problématique parce que j'ai mes tests pour m'assurer que tout fonctionne bien et je peux commencer à réorganiser du code. Donc tout en haut de mon Query Builder, je vais créer une propriété privée qui sera égale à PDO. Ensuite, je vais créer un constructeur et je vais lui dire que j'attends en paramètre une instance de PDO. Donc là, ça sera anti/PDO de .PDO. Alors, je crois qu'on avait déjà importé en haut, donc on n'a pas besoin de mettre le namespace qualifié. Et directement à l'intérieur, je fais vis_PDO égale PDO. Je m'imagine peut-être que j'ai besoin de ce Query Builder sans forcément faire les requêtes. Donc on va accepter que PDO soit nul. Voilà, comme ça peut aussi être une classe qui sera utilisée juste pour générer les requêtes. Si je descends un petit peu plus bas, lorsque je fais un count, je n'ai plus besoin ici de l'instance de PDO lorsque j'appelle fetch, et je n'ai plus besoin ici aussi de l'instance de PDO. Si j'en ai besoin, je peux l'appeler en faisant un vis_PDO. Voilà, c'est la seule petite différence qu'il y a. Je réexécute tous mes tests, tout passe au vert, sauf le dernier, parce qu'effectivement, on n'a plus besoin de ce paramètre. Voilà. Donc les tests me permettent maintenant de savoir que mon Query Builder fonctionne. Donc ce Query Builder, j'aimerais bien l'utiliser au niveau de ma classe. Donc j'ai une instance de PDO, je vais construire mon query, donc je fais query égale new Query Builder. Je lui passe en premier paramètre l'instance de PDO, et tout de suite, je vais lui demander quelle table il doit appeler. Donc je vais lui dire récupère les informations de la table products. Je vais retirer le query count et les paramètres, ce n'est plus nécessaire. Sortable pour l'instant, je vais le garder, et ensuite je peux changer ce code-là. Ici, on rajoutait une condition. Maintenant, je peux prendre ma requête, lui dire je veux rajouter un where city like de .city. Ensuite, je lui dis il faut aussi que tu rajoutes donc un paramètre qui s'appellera city et qui aura comme valeur ce que j'ai écrit là. Hop, c'est quand même beaucoup plus simple à écrire.
si vous le souhaitez. Si ça vous gêne un peu en termes de lisibilité, vous pouvez mettre les choses sur 2 lignes comme ça. Parfois, c'est un petit peu plus sympa visuellement de les avoir comme ça, et on peut retirer cette partie-là. Maintenant, pour le sort, c'est un petit peu la même chose. On vérifiait est-ce que c'était défini et est-ce que c'était dans le tableau que l'on autorisait. Si c'est effectivement le cas, ce que je peux faire, c'est rajouter un order by. Donc là, je fais query, order by, je lui passe en premier paramètre la clé, donc c'est get sort, et je lui passe en second paramètre la direction. Donc c'est get direction. Ou je crois que c'était dire. Je me souviens déjà plus, je vais annuler juste temporairement mon code. Voilà, c'était la direction, et on va dire que si cette direction n'existe pas, on mettra comme valeur ascendant. On l'a vu, notre code à l'intérieur du order by vérifie que c'est quelque chose que l'on accepte, et ça mettra soit ask, soit desk. Donc ça s'occupe automatiquement de toute la partie condition que l'on avait. Ensuite, on récupérait la page, on calculait l'offset. Donc cet offset, il est même plus nécessaire aujourd'hui. Et on peut directement lui dire ici, je veux que tu prennes la requête et que tu fasses un page et je te passe en paramètre ça. Ou pareil, je peux directement lui envoyer les choses de cette manière-là. Hop, hop, hop. Donc le query builder nous fait gagner du temps. Donc ensuite, on faisait le statement, on exécutait, on faisait un fetch all. Donc moi, je n'aurais plus besoin ici qu'à faire un products égale query fetch all. Alors le petit souci de mon cas ici, c'est que fetch all n'a pas été prévu comme méthode. Donc avant même d'écrire la méthode fetch all, je vais écrire le code pour tester ça. Tester que fetch all fonctionnera comme je l'attends. Je vais m'inspirer du test fetch. Je vais l'appeler test fetch all. Je vais mettre une condition. Et à la fin, je fais un fetch all. Je m'attends à ce que ça me renvoie un tableau qui contient l'ensemble de mes résultats. Du coup, je m'attends à avoir un tableau qui va s'appeler products. Et en première valeur, je devrais avoir une clé city qui contiendra la ville. Maintenant, je peux par exemple tester une requête SQL qui ne renverrait rien, donc je mettrai n'importe quoi, et je m'attends à ce que ça soit vide. Donc je mets un assert empty, et je m'attends à ce que products soit vide. Donc là, ça sera test fetch all with no data. Donc deux nouveaux tests à tester. J'exécute le premier et il échoue, j'exécute le second et il échoue aussi. Donc au niveau de mon query builder, je vais copier ce code-là et on va créer notre méthode fetch all. Elle ne prendra pas de paramètres et elle renverra pas une chaîne de caractères, mais elle renverra un tableau qui contiendra l'ensemble de mes résultats. On fait la requête préparée, on lui envoie les paramètres et ensuite on fait un fetch all. Et on peut se contenter ici de retourner directement les résultats. C'est un peu plus simple que le fetch pour le coup. J'exécute la première et la seconde requête et mes deux tests passent au vert. Donc maintenant, je peux utiliser dans mon code index.php mon fetch all. Pour le count, en revanche, il va falloir que je fasse le count à ce niveau-là, avant qu'on ait rajouté les order by et le système de pagination. Donc je vais mettre ici le count et je vais cloner ma requête. Comme ça, j'ai les mêmes conditions et les mêmes paramètres. Et je lui demande de faire un count. Voilà, c'est plutôt simple. Et ça permet de se libérer un petit peu de tout ça. Mon code devrait maintenant bien fonctionner. Ce que je vais peut-être faire, c'est changer la structure de mon dossier et je vais créer un dossier public à l'intérieur duquel je mettrai mon fichier index.php, histoire de ne pas l'avoir à la racine. Et au niveau de mon terminal, je vais démarrer le serveur interne de PHP. Donc je fais php-s localhost 2.8000 et on ira dans le dossier public par défaut. Donc je m'attends à avoir quoi? Je m'attends à avoir un tableau qui contiendra mon système. Il faut peut-être juste avant que dans mon index.php, je change le chemin, vu que j'ai maintenant mis tout dans un dossier public. Les données qui sont dans la base de données et l'autoloader de Composer sont un cran au-dessus. J'ai alors une erreur un petit peu différente. Alors, il y a une erreur à la ligne 118 de mon query builder. Et on voit que l'erreur ne donne pas forcément beaucoup d'informations. Donc, ce qui pourrait être intéressant de mettre en place, c'est un try-catch à ce niveau-là. On essaie de faire tout ça. Et si ça ne fonctionne pas, on renvoie une nouvelle exception.
et on mettrait un message un petit peu plus clair. Par exemple, impossible d'effectuer la requête, et on mettrait le nom de notre requête. Donc ça serait this, enfin la syntaxe de notre requête. Et après, on mettrait le message original, donc ça serait $E, le nom de l'exception que l'on va capturer. Donc là, ça sera exception, en mettant un anti-slash devant, vu que c'est l'exception de PHP. Et on mettrait getMessage, histoire d'avoir au moins le message original et de comprendre de quoi il en retourne. Voilà, et on met un anti-slash ici aussi. Et si maintenant je réactualise ma page, il me dit impossible d'effectuer cette requête-là. Ah, effectivement, on voit qu'il définit un offset à 0 sans mettre de limite. Donc typiquement, on vient de rencontrer un nouveau bug. Ça veut dire que nos tests ne sont pas infaillibles. Typiquement, il faut empêcher la possibilité de définir une page ou un offset si une limite n'a pas déjà été définie. Donc lorsque je vais utiliser la méthode offset, donc c'était ici, il faudrait renvoyer une exception. Avant même de corriger ce bug-là, j'écris un test pour reproduire le bug. Donc on va chercher la méthode offset. Elle était... Je vais y arriver. C'était après le test page, ou non, plutôt avant. On va dupliquer ça, et on va lui dire je m'attends à avoir une exception. On va faire this expect exception. Et je m'attends à avoir une exception de type exception. Peu importe. Ce test, je vais le renommer test offset without limit. Et on s'imagine essayer de définir un offset sans définir de limite. Dans ce cas-là, le code devrait nous renvoyer une exception pour nous empêcher même de faire ça. Ce qui nous permettra, quand on réutilisera le code, de comprendre qu'on ne peut pas définir d'offset s'il n'y a pas de limite de définie au préalable. Donc je vais relancer ce test-là, qui échoue normalement, et maintenant je vais modifier mon query builder pour prendre en compte les choses. En disant if this limit est égal à nul, dans ce cas-là, je renvoie une nouvelle exception. Je vais peut-être importer le namespace tout en haut pour pas m'embêter. Donc on va faire use anti/exception. Voilà. Hop, 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 hop. Et on était déjà où? Je me suis perdu. Voilà, on fait throw new exception et on mettra impossible de définir un offset sans définir de limite. Si je relance mon test, j'ai bien ici ça qui passe en vert, et si maintenant je réexécute mon code, on voit bien qu'il me dit « T'essaies de définir un offset sans avoir défini de limite ». C'est une erreur qui est beaucoup plus évocatrice et qui me permet de mieux comprendre ce qui se passe, et de mieux comprendre que c'est effectivement là où j'ai oublié au niveau de ma query de rajouter une limite. Donc je vais juste avant mon page lui dire « On veut comme nombre d'éléments par page la constante que l'on a définie en haut ». Donc moi ici, je vais mettre per_page. Comme quoi, il faut vraiment pas oublier les choses. Donc je réactualise ma page, et j'ai bien mes différents biens immobiliers, avec peut-être quelques petites erreurs en bas, mais le gros du truc fonctionne toujours, et je peux réorganiser par nom et par prix. Maintenant, je me dis, ça serait intéressant d'avoir quelque chose de beaucoup plus administrable, et que je puisse réutiliser. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de logique ici que je ne peux pas réutiliser. Mon objectif serait d'avoir quelque chose qui ressemblerait à ça. On aurait la possibilité de créer un nouveau tableau. Donc on ferait un table égale new table. On lui passerait en premier paramètre la requête et en second paramètre les variables qui seraient passées dans l'URL. Donc ça serait les variables en get, donc ça serait $_get. Parce qu'on avait vu, plus tard si on a l'intention d'écrire des tests unitaires, on ne préfère pas dépendre de variables globales. Ce tableau, ensuite, je pourrais lui dire, par exemple, j'ai envie que certains champs soient sortables. Par exemple, l'ID et, on s'imagine, la ville. Mais seulement ces champs-là. Ensuite, je m'imagine aussi définir les entêtes. Donc on ferait set headers, et ça serait un tableau associatif qui dirait que pour l'ID, on aurait ID. Pour le name, ça serait nom. Et je me dis peut-être on va appeler ça set columns. Et ensuite on aurait city, ville. Et pour l'instant on n'aurait que ça. Maintenant que j'ai mon tableau, je m'imagine pouvoir remplacer tout mon gros tableau par un simple
PHP table render, qui rendrait le code HTML de mon tableau. Et qui rendrait aussi la pagination, et si certains champs sont sortables, qui mettrait des petites choses, et qui modifierait et qui altérerait aussi la requête. On n'aurait plus besoin, par exemple, de ça, on n'aurait plus besoin du limit, ça se ferait dans le tableau, on n'aurait plus besoin de l'organisation, donc tout ça se ferait dans le tableau, ce qui serait plutôt intéressant. Donc cette classe, on va aller la créer, donc elle va se situer dans le namespace app et va s'appeler table. Donc au niveau de mon dossier src, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler table.php. À l'intérieur, je me situe donc dans le namespace app et je crée ma classe table. Cette classe, pour fonctionner, elle va avoir besoin d'un constructeur. Donc on avait dit qu'on allait lui passer deux paramètres. Un premier paramètre qui serait quelque chose qui serait un query builder, donc on va l'appeler query, et un second paramètre qui serait du coup un tableau qui contiendrait les données passées en get. J'initialise ces propriétés pour pouvoir y accéder dans les autres méthodes. Donc je fais thisQuery égale query, et ensuite je fais thisGet égale get. Bon, ça c'est toujours la même chose, et ensuite vous définissez ça comme des propriétés privées. À force, vous commencez à prendre la main, je pense. Ensuite, on avait imaginé avoir deux méthodes. Donc une première méthode qui est sortable, qui permet de lister les champs sortables. Donc on est parti, public, function, sortable, qui prendrait en paramètre une liste de chaînes de caractères pour construire un tableau des champs qui seraient sortables. Pareil, je n'en ai pas besoin tout de suite, j'en ai besoin plus tard, notamment dans la fonction render, donc je vais définir une propriété. Et par défaut, je vais dire que c'est un tableau vide. Et là, c'est sortable. Donc de la même manière, on a ensuite columns. Même principe. Hop. On va peut-être juste le renommer columns. Et ça définirait les colonnes. Donc là, on n'a pas à s'embêter. Hop, ça sera par contre directement un tableau qui contiendrait les columns. Et par défaut, ça serait une propriété privée qui serait columns. Alors pourquoi il me souligne ça en rouge? Parce que j'ai pas encore sauvegardé. Impeccable. Et maintenant, la grosse fonction, c'est la fonction render. Alors c'est celle-là qui va être un petit peu coton. Public, function, render. Donc la première chose qu'elle va devoir faire, c'est vérifier si on doit réorganiser les choses. Donc c'est cette partie-là. Donc tout de suite, je réécris le code. Sauf que là, on va se baser sur $get, ou plutôt thisGet. Donc dès que je repère cette grosse variable, je la remplace par ma propriété. Les éléments qui sont sortables, ils sont listés dans la propriété sortable. Si effectivement on a une réorganisation à faire, on altère la query. Donc ici, ça sera thisQuery. Et on rajoute notre order by et on organise par sort. Donc c'est ça, et ensuite on récupère la direction. Voilà, donc là on a au moins le système qui réorganise la requête. Ensuite, on a besoin de paginer les résultats. Donc là, on les pagine. Et on se base sur le numéro de la page. Donc le numéro de la page, je vais peut-être le sauvegarder dans une variable au préalable en faisant $page égale $vis get, je récupère la clé page, ou p tout simplement, hop, et je lui donne par défaut la valeur 1. Je ne fais que convertir du code d'une manière vers une autre. Le nombre d'éléments par page, ça peut être intéressant d'avoir une propriété qui peut-être plus tard pourra être changée. Donc pour l'instant, on va mettre ça sous forme de propriété privée qui est une valeur prédéfinie, mais demain, si vous souhaitez mettre une méthode qui change la limite, vous pouvez le faire. Donc ici, plutôt que de mettre en dur la limite, on mettra this limit. Pour ma partie pagination, j'ai besoin de récupérer le compteur. Donc ça, je vais l'écrire avant de faire mon order by et avant de faire des traitements supplémentaires sur ma query. Une fois que j'ai fait ma pagination, j'ai besoin de récupérer les produits. Donc je fais un fetch all à ce niveau-là et je récupère l'ensemble des produits. Vu que je suis maintenant dans un tableau et que je conçois quelque chose de générique, je vais simplement l'appeler items. Autre petit détail, si vous n'avez besoin que d'afficher 3 champs, ce n'est pas la peine d'en récupérer 12. Donc du coup, on va rajouter un select pour lui dire on ne veut sélectionner les champs
qui sont les clés des colonnes. Donc je peux dire ici array_keys de this columns. Donc ça me donne les clés du tableau contenant les colonnes. Ça me donnera donc ici, alors que je remonte, non, c'est plutôt en bas, ID, name et city. Donc ça permet d'optimiser la requête et d'éviter de faire trop d'appels. Ensuite, je récupère le nombre de pages, donc ça c'est utile pour la pagination, donc on va l'écrire ici aussi. Je ne sais pas pourquoi l'indentation a décidé de complètement sauter, et c'est count divisé par le nombre d'éléments par page. C'est comme ça. Impeccable, donc ça je peux le retirer, la table je peux le retirer, ça je peux le retirer aussi, le count il ne sert plus à rien. La partie condition, elle va rester en haut parce que ça va être en dehors du tableau. C'est moi qui décide de mettre un formulaire ou non. C'est pas le tableau qui est responsable. Et la partie pagination, elle ne sert plus à rien. Cette partie-là, elle ne sert plus à rien. Et voilà. Donc on a un code qui est plutôt simple. On construit notre query builder. Ça aussi, ça sert plus à rien. Ensuite, on peut rajouter des conditions et rajouter des choses si on le souhaite. Et on passe notre query builder à notre tableau. Et c'est le tableau qui va se charger de faire des traitements supplémentaires, de réorganiser les choses si nécessaire et d'affiner le traitement. Donc ensuite, il va avoir besoin de générer justement tout ce tableau-là. Donc on va prendre tout le code qui a été écrit et on va le mettre juste après ici. Donc on ferme PHP et on met tout notre code. Donc cette fonction, elle va directement afficher le contenu, elle ne va pas retourner une chaîne de caractères. Donc c'est pour ça que quand je l'appelle, je ne lui demande pas d'afficher quelque chose. En tout cas pour le moment. Alors je descends. Donc à ce niveau-là, on lui demandait de faire en sorte que cette en-tête soit réorganisable. Et on utilisait le table helper sort. Donc on avait séparé dans ce table helper pour avoir cette méthode qui nous simplifie un petit peu la vie, mais maintenant on peut se dire, ça serait intéressant de l'avoir cette méthode directement dans notre classe tableau, parce que c'est plutôt cette classe qui est responsable de générer des tableaux. Sauf si vous avez l'intention de le réutiliser ailleurs. Moi, vu que ce n'est pas le cas, je vais migrer cette fonction ici. Donc public function, et je vais l'appeler th, parce que c'est une fonction qui permet de générer une en-tête. Ça prendra comme paramètre la clé du champ que je souhaite voir en en-tête. Et après, à l'intérieur, on mettra un petit peu notre code. Ensuite, je pourrais utiliser cette méthode au niveau de ma fonction render. Plutôt que de faire tout ça, je lui demanderai affiche-moi le th qui correspond au champ ID. Voilà, comme ça. Et je pourrais appliquer cette même fonction partout. Donc ça donnerait ça. Hop. Et je n'ai pas besoin à chaque fois d'afficher le label parce qu'il va être capable de le deviner vu qu'il a la propriété columns et qu'il a en plus les données qui sont passées en get. Ici, il me souligne ça hop, en jaune parce que ça veut dire que ce sont des variables qui ne sont pas définies. Ce sont des variables qui sont directement des propriétés. Donc dans mon th, je lui dis déjà if différent de inArray, si la clé que je te demande, par exemple ID, city ou autre, n'est pas dans le tableau des éléments que je souhaite sortable, donc c'était sortable, dans ce cas-là, tu peux te contenter de retourner directement le nom de la clé. Donc tu prends la liste des colonnes et tu récupères la valeur qui est associée à la clé donnée. Donc par exemple, si je te demande de m'afficher l'entête pour le champ ID, tu me donneras ID. Si je te donne l'entête pour le champ name, tu me donneras non. Ensuite, je vérifiais est-ce que j'avais la donnée. Alors, on avait utilisé des constantes. Je vais quand même continuer à les utiliser. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, on va l'appeler sort key et c'était sort. Et la seconde constante, c'était, je crois, dir key, c'est ça? Ouais. Hop. Et c'était dir. C'est intéressant d'avoir des constantes si on veut changer les choses. À la place de data, ça sera this get maintenant, parce que c'est ça qui permet de récupérer les données passées en get. Ensuite, sort key, c'est la clé par laquelle on souhaite réorganiser. Donc nous, ça sera directement la clé qui est passée ici. Data, ça sera this get. Là, on fait que de la traduction au final. Il faut se souvenir de ce que l'on voulait faire à l'origine. Mais en dehors de ça, c'est plutôt simple. Et le label ici, ça sera... Alors, on va mettre ça entre accolades. Ça sera du coup this
columns et on récupère la colonne qui correspond à la clé. Voilà, j'ai maintenant traduit cette fonction de réorganisation et ça me paraît plutôt pas mal. Si ce n'est ici que je vais plutôt utiliser mes constantes, self, ::sortKey et self, ::dirKey. Donc typiquement, ça serait intéressant d'écrire des tests pour tester justement cette fonction-là, pour vérifier qu'elle fonctionne comme attendu et qu'elle ne vous pète pas dans les doigts ensuite quand vous allez l'utiliser. Donc là, on a ça. Maintenant, on parcourt notre boucle. Donc on fait for each items as item. On a choisi de mettre des noms génériques. Le nombre de colonnes, en revanche, va varier en fonction des colonnes que l'on a demandées. Ça veut dire qu'on doit refaire une boucle ici. Donc on va lui dire pour chaque column, as column, donc pour chaque colonne que l'on a demandé, je veux que tu m'affiches dans le tableau des items la valeur qui correspond à la clé. Donc ça veut dire que j'ai besoin de la clé aussi. En fait, j'ai même pas besoin du nom de la colonne en vrai. J'ai juste besoin de la clé. Et je ne mets pas de dièse devant. Donc là, ça me semble plutôt pas mal. Et après, on avait le système de pagination. Donc le système de pagination, je remplace juste les get par un this get. Et après, on aura page précédente et page suivante. Est-ce qu'on a le nombre de pages, cette variable page avec un S? Oui, elle est bien définie, donc normalement tout devrait être bon. Juste peut-être l'indentation à revoir. Ouais, peut-être tout monter d'un cran comme ça. Bon, c'est pas tip top d'avoir cette indentation là, mais bon, ça devrait aller. Ouais, on va fermer le indif et on va réouvrir PHP ici. Voilà, bon, ça fait beaucoup de code de modifier, en plus on n'a écrit aucun test, donc la seule chose que l'on peut faire pour vérifier, c'est réactualiser. Et on a pas mal d'erreurs. Alors premièrement, on a une erreur à la ligne 64, il nous dit qu'il ne trouve pas la variable page. Donc à la ligne 64 ici, this page, il ne le connaît pas. Effectivement, c'était limite dans notre cas. Donc c'était limite. Un premier problème de résolu. Ensuite, il nous dit, je ne trouve pas l'index price à la ligne 35. Effectivement, je lui demande de réorganiser en remettant les mêmes noms de champs. Moi ici, il faut que j'utilise le système de boucle. Donc c'est exactement la même chose que ce que je fais pour afficher chaque donnée. Donc je te demande d'afficher l'ensemble des colonnes, et pour chacune des colonnes, je veux que tu m'affiches le TH qui correspond à la clé. Parce que sinon, effectivement, quand je lui demande de m'afficher le TH qui correspond à price, il ne comprend pas. Si je reviens ici, j'ai maintenant mon système. Donc j'ai ID qui est réorganisable, nom qui ne l'est pas et ville qui ne l'est pas. Est-ce que c'est normal? Effectivement, j'avais mis ID et ville. Ville n'est pas la clé, c'est city la clé. Et dans ce cas-là, hop, maintenant la ville est aussi réorganisable. Si demain je le souhaite, je peux réutiliser aussi ça pour un autre type de tableau. Donc l'avantage, c'est que vous avez maintenant quelque chose de très dynamique et qui demande très peu de code. Je vais juste tester la partie recherche. Donc la partie recherche est de toute façon indépendante du tableau et elle fonctionne. Donc tout ça fonctionne de manière indépendante. Donc vous avez maintenant une classe qui vous permet, en prenant un query builder, d'où l'intérêt d'avoir créé un query builder, de générer dynamiquement un tableau de données qui est réorganisable. Si vous voulez plutôt renvoyer une chaîne de caractères, ce qu'il vous faut faire, c'est peut-être, au niveau de votre render ici, mettre un OBStart, lui dire je vais renvoyer une chaîne de caractères, et lorsque vous avez fini de faire tout votre code, vous retournez un OB-getClean. Mais en vrai, ça peut être intéressant de séparer des choses dans des méthodes. Par exemple, avoir une méthode next page, pref page, histoire de séparer un peu le code parce qu'on a quand même beaucoup de choses. Après, à vous de voir. L'important, c'est que ça fonctionne. Et là, ça ne change rien parce que notre code continue à afficher les données. Mais vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe pour le prix, par exemple? Si je reviens ici, hop, 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 on rajoute le prix en sortable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette approche est très intéressante. On peut rajouter des colonnes et des champs très rapidement. Et le prix, il est affiché comme ça. Pas très joli. Donc là, on pourrait se dire, ça serait intéressant de rajouter ce que l'on appellerait des formateurs, qui permettraient de formater une ligne. Et je m'imaginerais que ça fonctionnerait de la manière suivante. Vous feriez table, add formateur. Vous lui dites sur quelle colonne vous voulez rajouter votre formateur, et vous lui donnez une fonction qui prendra en paramètre une valeur,
et qui se chargera de la formater. Donc nous, par exemple, on retournera number helper et on avait la méthode price et on lui passait le prix. Voilà, donc on lui enverrait à cette fonction une fonction qui se chargerait de formater les choses. Donc au niveau de notre table, on va créer ce add formateur. Donc on va avoir besoin de sauvegarder l'ensemble des éléments qui servent à reformater les choses. Donc on va créer une propriété privée qui s'appelle formatters. Et ça sera un tableau vide. Maintenant, je crée ma méthode addFormatters. Public, function, et pour respecter finalement mon API, qui est plutôt simple, on va l'appeler format. Voilà, je préfère avoir des noms qui sont faciles à retenir. Donc ça prendra en premier paramètre la clé, qui sera une chaîne de caractères. Et en second paramètre, ça prendra quelque chose d'appelable. Donc ça, vous pouvez mettre comme type callable. Et vous allez mettre que c'est une fonction. Ensuite, vous allez rajouter dans votre tableau de formatters, donc c'est dans formatters, vous lui dites, je veux rajouter pour la clé key cette fonction. Pour le coup, c'est très simple. Maintenant, c'est quand on va vouloir l'utiliser que ça va être un petit peu plus compliqué. Donc dans mon render, ici, je rends cet item-là. Je me dis, ça va être un peu plus compliqué, donc comme je l'ai fait pour le th, je vais lui dire, je veux que tu appelles une méthode qui s'appellerait td, je lui donne en paramètre la clé, et je lui passe en second paramètre l'item. Comme ça, au moins, s'il y a une logique particulière à faire, je m'embête pas, je le fais dans une méthode séparée, et c'est plus simple de raisonner autour de ça. Donc je vais créer cette méthode-là, public, function, td, ça prendra en paramètre une chaîne de caractères, et un tableau qui sera l'item à afficher. Pour l'instant, je me contente de prendre la clé qui correspond. Donc là, ça ne changera absolument rien au code que j'ai écrit, ça fonctionnera toujours de la même manière. Ce qui est intéressant, c'est que je peux vérifier, est-ce que j'ai un formatters? Donc je fais if iset this formatters, et je cherche, est-ce que j'ai un formateur pour la clé en question? Si j'ai un formateur, ben je retourne le formateur qui correspond à la clé. Donc ça, on avait dit, c'est la fonction que l'on a envoyée. Et cette fonction, je peux l'appeler sur l'item en question. Et dans ce cas-là, ça va me permettre de formater les choses. Donc je peux, grâce à ce système-là, lui dire certains champs, j'ai envie d'avoir un formatage un peu particulier. Et ça vous permet de gérer ce genre de situation, et donc d'avoir ce que l'on avait au tout début. Bon, dernière petite chose avant de nous quitter, si vous voulez pouvoir enchaîner les méthodes, pensez à faire un return this à chaque fois. Comme ça, hop, vous avez la possibilité d'enchaîner les méthodes, ce qui vous permet d'avoir une API qui est beaucoup plus simple à utiliser. Donc là, on return this, et pour le format, on return this aussi. Et je précise toujours que ça retourne self. Voilà, voilà, on est pas mal. Et maintenant, dans mon index.php, tout en haut, je peux lui dire, j'ai mon tableau, et directement dessus, j'utilise la méthode sortable pour définir les champs sortables, j'utilise la méthode format pour lui dire comment formater certains champs, et j'utilise la méthode column pour lui définir les différentes colonnes. Et tout ça est appelable en une seule ligne, ce qui est plutôt sympa. Voilà, et on met un point virgule. Donc le minimum au final que vous devez appeler, c'est au moins columns, parce que sans columns, vous n'aurez pas les colonnes qui sont affichées. Donc si vous mettez que les colonnes, ben, on a des différents champs avec aucun formatage, et si vous rajoutez les choses, vous pouvez avoir certains champs qui sont réorganisables, et vous pouvez ensuite aussi formater certaines valeurs. Donc dans cette situation, l'approche objet, elle permet surtout de morceler les choses et de représenter des concepts qui seraient un petit peu trop difficiles à gérer dans une seule et même fonction. Et ça vous permet d'avoir des objets qui sont un petit peu plus configurables. Donc dans le cas ici de notre tableau, on le voit, on lui passe en paramètre les choses qui sont essentielles à son fonctionnement, donc le query et le get. On pourrait même lui passer les colonnes si on y réfléchit bien, mais je préfère faire ça parce que je trouve que c'est plus visuellement, on comprend mieux de quoi il en retourne. Et ensuite, ben, vous pouvez avoir des propriétés qui vous permettent de rajouter des fonctionnements supplémentaires. Et ces propriétés, en étant remplies, permettent d'ajouter du comportement. L'intérêt aussi que l'on a dans les objets, c'est qu'on peut avoir des méthodes qui permettent de regrouper une partie de la logique.
Typiquement ici, tout ce que l'on a dans le TH et le TD, c'est pas mal de code au final, et si on l'avait tout mélangé dans la partie tableau, comme c'était le cas avant, ça serait un petit peu embêtant. Là, on peut séparer une partie de notre logique dans des méthodes, et ça nous permet d'avoir une meilleure organisation. Enfin, si vous êtes motivé, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être essayer d'écrire quelques tests pour tester que tout ça marche convenablement. Et dernier petit point, les méthodes TH et TD, techniquement, elles n'ont pas vocation à être visibles depuis l'extérieur, donc vous pouvez les mettre en privé. Voilà, parce qu'elles ne sont appelables que depuis l'objet en question. Donc au final, c'est render, format, columns et sortable qui peuvent être appelés depuis l'extérieur. Pour ce genre de test, ce que je vous conseille de faire, c'est pas forcément de tester que le code HTML soit exactement identique aux choses, parce que comme on l'a fait pour le assert equals, ça peut être compliqué si vous commencez à avoir des grandes choses, des grandes chaînes, mais vous pouvez mettre par exemple un assert contain. Ça permet de vérifier qu'une chaîne de caractères est dans une autre qui est beaucoup plus grande. Donc vous pouvez vérifier par exemple que l'icône qui doit s'afficher s'affiche convenablement si vous mettez un certain type d'organisation. Autre petit point, pour cet objet table, on le voit, on passe toujours les choses au niveau du constructeur. Ce qui fait que si on le souhaite, on peut lui envoyer un faux query builder et on peut lui envoyer aussi de fausses données qui sont normalement dans la variable global get. Donc ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus facilement testable. Donc j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre aussi comment on pourrait organiser le code et du coup je vous donne rendez-vous dans la partie travaux pratiques, donc qui va permettre de vous montrer un cas concret de création de site en utilisant PHP.